Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce matin, on va parler de gestion des compétences, des référentiels de compétences. Et pour parler de ce sujet, aujourd'hui, j'ai invité Mathieu et Clara de 365 Talents qui sont spécialisés dans tout ce qui a trait à la gestion des compétences en entreprise. Je vais laisser Clara d'abord se présenter. Bonjour Clara. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Clara Tannenbaum. Je suis chef de projet chez 365 Talents depuis bientôt 2 ans. Et donc j'accompagne les clients dans leur déploiement et leur usage de la plateforme. Super. Bonjour Mathieu, je te laisse te présenter. Tu es cofondateur de 365 Talents. Exactement. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis effectivement cofondateur. J'ai créé la société avec deux associés, Loïc Michel et Paul Mougel. Et moi, je suis principalement en charge du développement commercial. Voilà. Alors, rapidement, hein, avant de démarrer, juste pour situer, qui est 365 Talents, si tu peux nous présenter rapidement la société. Oui, tout à fait. Alors, 365 Talents, donc c'est une société qu'on a créée en 2015 et on s'est lancé commercialement en 2016. Donc, voilà, 4 ans et demi d'existence. Aujourd'hui, c'est 15 clients répartis dans toute la France et dans le monde entier. On a 200 000 utilisateurs. Notre travail à nous, c'est d'aider les grandes entreprises, mais les moyennes aussi, et maintenant les petites, à mieux connaître leurs collaborateurs, donc à les aider à cartographier dynamiquement les compétences dont elles disposent dans leur entreprise pour servir différents usages qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est une application SaaS qui est boostée par de l'intelligence artificielle et qui permet d'automatiser un certain nombre de choses, comme on va le voir, et du coup qui permet de réenchanter plus globalement la cartographie des compétences, la manière dont on crée des référentiels dynamiques de compétences dans les entreprises. Donc Alors, ce matin, on va effectivement pas. Excuse-moi. on est aujourd'hui, pardon, 40 collaborateurs et on a la particularité d'être répartis entre Paris et Lyon, avec la partie produit à Lyon et la partie commerce, gestion de projet et marketing à Paris. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Juste pour Ceci. situer, hein, dans ce webinaire ce matin, effectivement, on va parler de compétences, de référentiels. On va parler de la solution de 365 talents pour illustrer comment justement arriver à construire ces référentiels et à les maintenir. Et puis, Clara nous expliquera aussi des cas d'usage d'entreprises qui ont engagé ces démarches, quelles ont été les stratégies et ben, comment elles opèrent pour aboutir. Je vais d'abord vous poser une question à toutes et à tous. Un petit sondage rapide pour démarrer, et je vais faire ensuite réagir Mathieu dessus. Hmm. Alors, au niveau de votre stratégie de gestion des talents, est-ce qu'aujourd'hui, elle est basée uniquement sur les compétences, uniquement sur les métiers, ou est-ce qu'elle est basée sur les deux volets, c'est-à-dire compétences et métiers? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui opèrent leur stratégie uniquement avec une vision stratégique dédiée métier et d'autres qui sont orientées sur une vision stratégique plus fine, c'est-à-dire orientée compétences des collaborateurs. Bon, là, pour l'instant, vous êtes une centaine à être connectés, donc on va récolter quelques réponses. On a quand même une tendance déjà qui commence à se dégager, hein. Moi, j'ai la chance de voir les résultats en live. Alors, je vois qu'il y a Christelle qui me dit qu'elle ne m'entend pas. Christelle, dans votre invitation, vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez appeler si vous n'entendez pas à partir de votre ordinateur, avec un code PIN qui vous permettra d'entendre ce webinaire. Allez, on a 57 réponses. Donc, majoritairement, je vais mettre fin au vote. Voilà. Majoritairement,
vous basez votre stratégie sur les deux volets, les compétences et les métiers. Assez peu d'entreprises ont cette logique de baser leur stratégie de gestion des talents uniquement sur les métiers, du moins pour les personnes qui assistent à ce webinaire ce matin. Mathieu, finalement, pourquoi la notion de compétence est-elle si importante? Déjà, les réponses au sondage sont intéressantes parce que moi, j'observe qu'il y a 4 ans, quand on s'est lancé, majoritairement, les entreprises basaient leur gestion plutôt sur des métiers. Et nous, notre parti pris, c'était de dire qu'il était compliqué d'accompagner les transformations auxquelles les entreprises se faisaient face sans avoir cette vision sur les compétences et donc sans savoir ce qu'elles détenaient en interne, parce qu'on ne peut pas transformer sans connaître. Et donc, pour connaître, il faut connaître les compétences de ses collaborateurs et avoir un niveau de granularité assez fin. Donc, la compétence, et pour moi et pour nous, chez 365 Talents et pour nos clients, du coup, et la connaissance de celle-ci, c'est bien le pétrole. Quelque part, c'est le fuel qui va venir offrir aux entreprises l'agilité et la flexibilité dont elles ont besoin dans des périodes fortes de transformation, comme je viens de le dire, des métiers qu'on traverse depuis plusieurs années, et de manière encore plus marquée dans le contexte actuel où finalement, du jour au lendemain, on a dû quelque part se réinventer. Et pour se réinventer, il faut être capable d'identifier très rapidement les compétences stratégiques que l'on a pour les réallouer sur les projets stratégiques. Donc finalement, la période de pandémique actuelle a mis ça en exergue. Donc le management par la compétence, la donnée compétence, pour nous, c'est la base de n'importe quel plan on va dire de formation, donc d'upskilling et de reskilling. C'est ce qui va venir aussi alimenter la mobilité interne, c'est ce qui va venir alimenter les changements Alors de carrière. Mathieu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément toutes les terminologies, qu'est-ce que c'est l'upskilling et le reskilling? On va dire que l'upskilling, c'est la montée en compétences. Comment, sur mon poste actuel, on peut me permettre de me développer. Et puis le reskilling, c'est comment, quand mon poste finalement est en déclin, c'est-à-dire comment mon poste disparaît, entre guillemets, les compétences que j'ai aujourd'hui tendent à disparaître, comment on va m'aider à me former sur de nouvelles compétences. Voilà, c'est des termes certes anglais, mais il y a effectivement l'équivalent en français. Donc, c'est quelque part les plans de formation qui vont permettre aux entreprises de s'adapter aux différentes transformations auxquelles elles font face. Maintenant, à un instant T, ou sur plusieurs années. Et donc tout ça, tout ce management par les compétences, c'est ce qui globalement va venir aider au développement des collaborateurs. Et donc c'est ce qui permet de construire des équipes différemment et de sortir des traditionnelles fiches métiers un peu statiques, très, très descendantes, qui étaient construites de manière très top-down, et qui du coup va servir l'approche métier. On n'est pas en train de dire il y a l'approche métier d'un côté et puis l'approche compétence de l'autre. On se dit plus que là, c'est bien l'approche par compétence qui va venir servir l'approche métier. Et donc, c'est la capacité à capter ces compétences et à automatiser finalement la captation des compétences qui va venir redéfinir finalement ces approches métiers et dynamiser la manière dont on cartographie ces métiers. Alors, c'est pas une fantaisie. On ne cesse de prôner l'agilité à tort et à travers. On ne cesse de demander au RH d'être business partner. Eh bien, c'est bien cette donnée compétence qui va leur permettre de répondre à ces enjeux, d'être proche du terrain, proche des managers, pour vraiment avoir la donnée qui colle le plus à la réalité business et à la réalité du terrain. Et donc nous, c'est dans ce sens qu'on a construit l'application pour aider les ressources humaines, les managers aussi, à avoir la vision la plus exhaustive possible sur les forces en présence et sur les compétences dont elles disposent. Oui, et puis tu as plus de finesse à analyser les compétences qu'à baser ta stratégie sur simplement une stratégie liée au métier. Les compétences permettent d'avoir une plus grande finesse et expertise de la part des RH et de pouvoir positionner les curseurs aux bons endroits. Et exactement. Et d'avoir, d'être capable, comme tu le dis, de positionner les curseurs aux beaux endroits, de travailler sur du quali, alors sans dénigrer et sans justement oublier mettre de côté la partie quanti. Mais effectivement, mettre le curseur au bon endroit, ça veut dire disposer des bonnes ressources au bon moment et mettre en relation finalement dynamiquement l'offre et la demande de compétences. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ouais. Alors du coup, ça veut dire que pour ce faire, il faut avoir identifié dans son entreprise des compétences existantes et avoir travaillé sur un premier référentiel de compétences. On n'improvise pas un projet, donc on va tout de suite poser une seconde question aux participants qui est
lié directement à ces référentiels, est-ce que vous avez mis en place un référentiel de compétences? Et si oui, est-ce qu'il est parfaitement à jour, c'est-à-dire en permanence? Est-ce qu'il est existant mais mis à jour, je dirais, de façon ponctuelle, 1 à 2 fois par an? Est-ce que vous n'en avez pas besoin? Ou est-ce que vous n'en avez pas et vous souhaitez le mettre en place? Allez-y, hein, vous pouvez voter, vous avez 15-20 secondes. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. Mathieu, hein, quand tu vas voir les résultats, tu ne vas pas être très très surpris. Il y a un très très faible taux de oui, il est parfaitement à jour, qui représente 1% pour l'instant, sur 68 votants. Pas très surprenant, effectivement. Le Non. contraire m'aurait étonné, mais Allez, c'est plutôt on va rassurant. partager les résultats. Voilà. Est-ce que vous voyez les résultats? Non? C'est bon, Mathieu, tu les vois? Non. Non. Oui, là, on Là, y va. c'est bon. Donc Voilà. 56%. Donc, en fait, on va dire Ok. un bon tiers pour qui, oui, mais donc qui ont un référentiel de compétences existant, mais qui est mis à jour, on va dire, de façon ponctuelle. Et puis, un bon tiers pour qui il n'y a pas de référentiel existant. Alors, c'est assez curieux quand même de constater là que pour 23% des personnes, les référentiels n'existent pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez couramment, Mathieu, Clara? L'absence de référentiel en entreprise? Oui, je laisserai Clara compléter avec des exemples très concrets, mais effectivement, on a énormément d'interlocuteurs qui n'ont pas de référentiel ou qui ont déjà tenté d'en construire un, mais on sait que c'est assez pénible, que c'est très chronophage, très compliqué à construire, très facile à déconstruire, et que la réalité, c'est que on enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais les compétences évoluent tellement vite que maintenir un référentiel manuellement, c'est mission impossible. Et c'est tout l'intérêt du coup d'une démarche, comme on l'a appelé automatisée dans le cadre de ce webinaire, c'est être capable de capitaliser sur deux choses. C'est déjà la technologie, comment la technologie va permettre de construire ce référentiel et d'analyser de la donnée que les entreprises ont, parce que bien souvent, elles nous disent effectivement, on n'a rien. Mais en fait, le rien, il est à nuancer parce qu'on s'aperçoit qu'en creusant un peu, il y a des bouts de référentiel à droite à gauche, il y a des fiches emploi, il y a des postes. Des postes ouverts qu'on peut analyser. Il y a tout un tas de données structurées et non structurées sur lesquelles on peut se baser pour commencer à construire un pré-référentiel uniquement en faisant tourner nos algorithmes dessus et en extrayant un certain nombre de choses. Puis la deuxième… Oui, parce que là je te coupe, il y a Marie-Agnès qui nous dit référentiel de compétences en mode traditionnel égale travail de fourmi. Mais c'est exactement ça, c'est un travail de fourmi. Donc, la techno vient aider. Et puis après, la deuxième chose, c'est la mobilisation du collaborateur. Je pense que la meilleure personne dans l'entreprise pour exprimer les compétences qu'il détient, les expériences qu'il a, et puis aussi les motivations et les appétences, les voies qu'il a envie de prendre, c'est bien lui, hein, c'est lui le mieux placé pour exprimer tout ça. Donc, quand on se base sur les deux, on est capable d'automatiser un certain nombre de choses. Mais ça, Clara en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, là, on a 2-3 questions qui arrivent, qui demandent un peu de précision sur c'est quoi un référentiel, à quoi ça sert, est-ce qu'on peut l'appliquer dans tous les secteurs d'activité. Je pense que c'est intéressant, Clara, on a vu ensemble lors de la préparation de ce webinaire, tu m'avais parlé d'exemples de clients, on va y venir, ça va permettre d'illustrer un peu le propos. On va commencer par la Caisse des dépôts, si tu veux bien nous expliquer un peu. Alors, la Caisse des dépôts, c'est un client qui s'est équipé de la solution 365 Talents et du coup qui a mis en place cette cartographie des compétences. Donc comment ça se passe concrètement? Oui, tout à fait. Alors, ça va assez bien illustrer les premières réponses qu'on a eues dans le sondage parce que à la Caisse des dépôts, à la base, il y a un référentiel GPEC.
il est déjà implanté dans le groupe et il est fait en fait manuellement, donc de manière assez chronophage. Et en fait, du coup, le souhait de l'équipe projet était donc d'intégrer ce référentiel GPEC à la plateforme 365 Talents. Donc, concrètement, comment ça s'est passé? On a intégré leur référentiel GPEC dans la plateforme. On a intégré les compétences de ce référentiel dans les profils des collaborateurs. Et ensuite, les collaborateurs ont la main pour venir ajouter de nouvelles compétences donc à leur profil. Et donc, in fine, ces nouvelles compétences vont venir s'intégrer au référentiel de base, qui est le référentiel GPEC. Donc, ça leur permet deux choses à la Caisse des dépôts. Premièrement, ça leur permet de compléter leur référentiel GPEC en temps réel, puisque dès qu'une compétence est ajoutée par le collaborateur, elle est intégrée au référentiel. Mais ça leur permet aussi de le faire évoluer dans le cas où, par exemple, une compétence nouvelle se présente et qu'elle ne se range pas dans les catégories déjà existantes du référentiel. Donc, ça leur permet d'avoir une double démarche. Déjà, une démarche temps réel d'évolution du référentiel, mais aussi une démarche de challenger tout le temps la pertinence de ce référentiel et de le faire évoluer avec les nouvelles compétences qui apparaissent. Donc ça, voilà, c'est l'exemple très concret de la Caisse des dépôts et de l'intégration du référentiel GPEC. Donc là, tu pars d'un référentiel existant et puis tu leur permets en fait de le maintenir en temps réel, d'y intégrer des évolutions de ce référentiel, des nouvelles compétences. Maintenant, un second exemple, je crois, où là, on partait d'une feuille blanche. Exactement. Voilà, qui est FH Construction. Exactement. Chez FH Construction, comme tu le dis très bien, on est parti d'une feuille blanche parce qu'ils nous ont demandé de les aider à construire ce référentiel. Et nous, on les a aidés via un outil qu'on possède qu'on appelle le Call Start. Le Call Start, ça consiste en quoi? C'est assez simple. En fait, l'équipe projet nous a fourni des données, comme par exemple soit les postes ouverts actuellement au sein des FH Construction, ou alors un historique de l'ensemble des offres d'emploi qu'ils ont pu récupérer, notamment à travers de leur ATS. Et donc, ils nous ont fourni ces bases de données et nous, en fait, on a fait travailler notre IA sur ces postes pour qu'elle en déduise des compétences. L'avantage de cet outil Call Start, c'est que on s'est retrouvé extrêmement rapidement avec un référentiel de compétences qui avait l'avantage d'être spécifique à notre client parce qu'il était spécifique à son secteur d'activité et à ses métiers, puisque forcément, le référentiel est déduit de leur offre d'emploi. Donc, très concrètement, en fait, chez FH Construction, on a pu notamment déduire des compétences en nucléaire ou en génie électrique, donc vraiment très liées à leur métier, compétences qu'on n'aurait pas déduites, par exemple, d'un client dans le secteur bancaire. Donc là, c'est vraiment part de rien et grâce à des données qu'ils nous fournissent, on arrive à leur construire rapidement un référentiel très spécifique à leur activité. Alors, je te coupe parce qu'on a quand même pas mal de questions sur la Caisse des dépôts, par exemple, alors, qui sont légitimes. Une question, qui valide l'intégration des nouvelles compétences dans le référentiel de la Caisse des dépôts? Parce qu'effectivement, le salarié déclare une compétence, pour autant, j'imagine qu'elle n'est pas auto-validée par le salarié. Alors non, tu as tout à fait raison. En fait, c'est notre chef de projet à la Caisse des dépôts. Donc, c'est la personne avec qui on travaille côte à côte, nous, Customer Success, qui va en fait être l'administrateur de ce référentiel. C'est-à-dire que les compétences vont lui être suggérées. L'IA va lui suggérer aussi une pré-catégorisation. Elle va dire à l'administrateur, je te conseille de ranger cette compétence dans telle catégorie. Et l'administrateur a la main de dire oui, j'accepte, non, je n'accepte pas. Il y a des cas de compétences, par exemple, beaucoup trop génériques, comme la compétence gestion, qui est souvent pas très bien comprise, qui ne fait référence souvent pas à grand chose. Et du coup, l'administrateur a le droit de dire je refuse d'intégrer cette compétence gestion dans mon référentiel. Donc, c'est l'administrateur qui a vraiment la main, mais aidé par l'IA qui va venir lui conseiller des actions. D'accord. Et concernant les problématiques éventuelles de doublons? Alors, doublon, c'est le mot parfait parce qu'on a une technologie donc, qui est la gestion des doublons, donc via l'IA.
En fait, très simplement, imaginez-vous qu'un collaborateur rajoute la compétence gestion de projet et un autre collaborateur rajoute la compétence project management. Nous, notre intelligence artificielle, elle arrive à comprendre qu'en fait, les deux compétences sont en fait une seule et même compétence. Et elle va venir proposer à l'administrateur toujours le doublon. C'est-à-dire qu'elle va lui dire, est-ce que tu valides que dans ma compréhension, gestion de projet et project management, c'est en fait une seule et même compétence. Et si vous validez ce doublon, du coup, ça impacte tout le référentiel. On ne vous présentera des statistiques que sur la compétence tête, qui prendra en compte toutes les compétences avec lesquelles vous les avez doublonnées. Pour compléter ce que dit Clara, c'est un peu technique peut-être, mais en fait, ce que ça exprime, c'est qu'on n'a pas voulu, nous, préalimenter dans l'application des référentiels figés. On n'a pas voulu mettre le collaborateur face à une liste de compétences et lui dire, voilà, quelles sont les cases que tu as envie de cocher, quelles compétences tu as, est-ce que tu trouves la compétence que tu recherches. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est que l'expérience de l'utilisateur soit la plus simple possible. Et c'est là que la techno est intéressante, parce que le collaborateur va pouvoir exprimer sa compétence comme il l'entend. S'il veut dire gestion de projet, il peut le faire. S'il veut dire pilotage de projet, il peut le faire aussi. Après, c'est la techno derrière en back-office qui va venir, comme le disait Clara, faire ces rapprochements. Bien entendu, si un terme et le terme officiel, qui a été retenu par l'administrateur de l'application, si le terme officiel c'est gestion de projet, si lui il sélectionne, en tout cas si lui il a envie de rentrer pilotage de projet, on va lui suggérer gestion de projet. Donc après, libre à lui de mettre ce qu'il a envie de mettre. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a un petit travail de management de la donnée au début, mais que finalement ça converge assez rapidement pour qu'il y ait peu de compétences à mettre à jour régulièrement dans ce référentiel. Voilà. Ce qui est important pour vous. Pardon. Ouais. Alors, peut-être tu vas rebondir tout de suite. Il y a une question de Virginie qui est pertinente. Elle dit, mais alors on parle de quoi? De compétences par collaborateur? Finalement, on parle plus de compétences par métier. En fait, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la compétence rattachée au collaborateur. C'est avoir cette vision un petit peu holistique du collaborateur et de toutes les compétences qu'il détient, parce qu'il y a des compétences qui sont rattachées à son métier, qui sont propres à son métier, mais il y a peut-être des compétences cachées qu'on a envie d'aller chercher, qui correspondent à des expériences qu'il a eues dans le passé, qui correspondent à des expériences qu'il a en dehors du travail. Donc, c'est bien finalement, effectivement, la compétence rattachée au collaborateur qui nous intéresse. En revanche, c'est cette donnée-là qui va permettre aussi de construire des portraits robots et l'analyse finalement des métiers qui sont rattachés aux collaborateurs permet de dire, voilà, pour un collaborateur donné, pour un métier donné, voici les 10 compétences, les 15 compétences les plus déclarées par ce métier. Donc ça permet de construire des portraits robots et donc des fiches métiers aussi dynamiques derrière. Donc comme je le disais en introduction, cette approche compétences va servir à l'approche métier et va permettre de changer complètement de paradigme et la manière dont on construit ces fiches métiers. Alors, il y a une autre question qui revient là, c'est oui, mais finalement, on déclare des compétences, mais pour autant, on ne valide pas que le collaborateur la détient. Là, on est dans la construction d'identification de compétences. Après, c'est le travail de l'entretien, d'entretien d'évaluation qui vont permettre de valider que le collaborateur a bel et bien la compétence, c'est ça? Exactement. Je ne sais pas, Clara, si tu veux répondre. Oui, tout à fait. En fait, cette question, elle revient souvent et elle revient aussi souvent chez nos clients. Et du coup, nous, on a mis en place un process dans la plateforme où le manager a le droit de valider ou non une compétence que son collaborateur a déclarée, ainsi que le niveau que le collaborateur a déclaré sur cette compétence. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en place un processus en fait de validation du manager. Mais comme vous le dites très bien aussi, il y a des processus autres dans l'entreprise, comme le processus d'évaluation, qui doivent permettre aux collaborateurs d'identifier ses compétences et il doit normalement les restituer dans la plateforme 365 talents, mais il a d'abord fait ce travail d'identification des compétences. Mais effectivement, on a essayé de répondre à cette logique de est-ce que le manager peut avoir la main sur les compétences identifiées par ses collaborateurs? Est-ce qu'il peut les aider dans leur évaluation aussi de ces compétences? Mais l'approche initiale, effectivement, pour compléter, c'est vraiment de venir. On ne cherche pas à se substituer aux méthodes classiques et déjà en place d'évaluation des compétences dans l'entreprise. On vient offrir une nouvelle vision, une vision un petit peu plus 360 et un petit peu plus englobante des compétences des collaborateurs.
effectivement, le collaborateur peut déclarer ce qu'il a envie de déclarer. En revanche, ce qui est important, c'est de contextualiser aussi et d'expliquer à quel moment j'ai pu mobiliser ces compétences. Il ne suffit pas de dire je suis expert dans un sujet ou dans un autre. Il faut faire en sorte de déclarer l'expérience aussi qui permette de témoigner de la mobilisation de cette compétence et effectivement aussi, de manière 360, être capable de déclarer les personnes avec qui j'ai travaillé sur ces projets de manière complètement transparente. Et après, voilà, on offre cette vision-là. Et après, comme tu le disais très bien, Christophe, il y a l'humain qui rentre en ligne de compte et les process existants en place dans les entreprises pour venir challenger la donnée que nous, on est allé capter. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, il y a des questions, pour l'instant, on n'y répond pas sur le workforce planning, etc. On va y revenir. Il y a beaucoup de gens qui demandent si il y a une catégorisation des compétences en hard skills, soft skills, management, transverse, etc. Comment tout ça est orchestré? Tout à fait. Sur la catégorisation, du coup, nous, on va construire avec nos clients la catégorie de leur référentiel. Et effectivement, ce qui se dégage comme pratique assez commune à l'ensemble de nos clients, c'est de distinguer entre les soft skills, les hard skills et parfois aussi les compétences un peu extra-professionnelles que les collaborateurs apprécient souvent déclarer. Dans ces compétences aussi hard skills, enfin dans ces catégories hard skills, on va très souvent décliner en compétences transverses telles que gestion de projet et compétences plus techniques qui sont très liées au secteur d'activité et au métier de nos clients. Donc, effectivement, on a une catégorisation, on les accompagne dans la création de ces catégories, on les conseille et en fait, elles se dessinent assez facilement via les compétences que déclarent les collaborateurs. D'accord. Si tu veux ajouter quelque chose, Mathieu, sur ça. Non, effectivement, et on laisse la main. On peut refléter effectivement une nomenclature existante en préalimentant l'application avec des catégories déjà existantes si nos clients ont déjà des catégories de créer. Après, c'est quand même ce qui est intéressant, c'est de leur laisser la main et de voir finalement que il y a des catégories qui apparaissent, qui émergent et qu'ils n'avaient pas forcément identifiées et de leur permettre de manière hyper simple, hyper agile, de créer une nouvelle catégorie, des sous-catégories et d'avoir le niveau de granularité qu'ils désirent. Alors, j'ai une question que moi-même je vous avais posée en amont, c'est proposez-vous un dictionnaire de compétences multisectorielles en plus du référentiel de l'entreprise. Est-ce que vous injectez des référentiels? On peut injecter un référentiel, comme je disais, c'est un peu le but de notre outil CallStart. On peut injecter un référentiel en déduisant ce référentiel de données que nous fournissent le client. Après, on ne va pas fournir un référentiel un peu classique qui pourrait s'adapter à tous les clients, par exemple, parce que ça, concrètement, ça n'a pas tant de valeur ajoutée. C'est-à-dire que proposer à un client du secteur bancaire ou un client du BTP un même référentiel, ils vont très peu s'y retrouver en fait. Ils vont avoir des points communs comme les métiers support par exemple, comme les métiers RH ou les métiers marketing, mais très vite en fait, ce genre de référentiel atteigne une limite quand on rentre vraiment dans le côté activité et technique en fait des compétences. Donc on préfère accompagner le client dans la construction d'un référentiel spécifique plutôt que lui proposer un référentiel de base qui va être obsolète au bout de la première journée, en fait. En fait, ce qu'on se dit, nous, c'est que chaque client a sa manière spécifique d'exprimer des compétences. Bien entendu, il y a des compétences génériques qui reviennent, qu'on peut voir chez certains clients, chez différents clients. Bien entendu, il y a quand même des choses qui reviennent, bien entendu, mais vraiment, ce qu'on va aller capter, c'est les spécificités et les compétences bien particulière chez chaque client. En revanche, ce qu'on est capable de faire, et ce qui nous est de plus en plus demandé, c'est d'être capable de confronter finalement leur référentiel existant avec un référentiel du marché ou avec la manière dont s'expriment les compétences chez leurs concurrents. Donc, on est capable d'aller analyser, nous, de faire une analyse de données externes et de restituer ça au client en disant voilà vos compétences, voilà les compétences à l'extérieur et d'être capable d'en tirer des conclusions pour voir parce qu'ils ont besoin de benchmarker et donc ça c'est quelque chose qu'on est capable de proposer aujourd'hui. Alors deux questions spécifiques. Il y a une question qui demande finalement comment sont décrites ensuite les compétences. Est-ce qu'on est sur une description synthétique? Est-ce qu'on est sur quelque chose de très descriptif lié à l'activité?
J'imagine que c'est plutôt libre en fait. Dans la saisie que les collaborateurs font des compétences sur leur profil, c'est ça la question? Ouais. Et comment elles sont exploitées ensuite au niveau du référentiel consolidé par la direction des ressources humaines? Alors, ce qu'il faut savoir, nous, c'est qu'on conseille aux collaborateurs de ne pas trop décrire ce qu'il entend. En fait, le collaborateur va décrire une compétence, mais il va la décrire dans un profil. Il a son profil et il a ses expériences, par exemple professionnelles, les formations professionnelles qu'il a suivies, les formations scolaires, par exemple, s'il a envie de l'ajouter. Donc, en fait, il a son profil et en remplissant son profil, il va déclarer des compétences. Donc, du coup, en fait, les compétences, elles sont contextualisées dans le profil du collaborateur. Par exemple, si je renseigne la compétence gestion de projet et que mon RH veut comprendre pourquoi gestion de projet sur le profil de Clara, il peut aller se renseigner sur mon profil et comprendre à partir de quelle expérience professionnelle j'ai développé une telle compétence. Donc, c'est plutôt ça qu'on recommande aux collaborateurs. On est assez proche de LinkedIn en fait. Ouais, alors on est assez proche de LinkedIn. Alors côté expérience utilisateur, j'entends. Ouais. En fait, il y a un point qui est déterminant et qu'on n'a peut-être pas forcément abordé, qui n'apparaît pas là, c'est qu'on parle beaucoup d'autodéclaration parce que, in fine, c'est de l'autodéclaration. En revanche, et ça, c'est un point clé dans l'expérience utilisateur, finalement, une grosse partie de l'enrichissement des profils des collaborateurs se fait via les suggestions qu'on va lui faire. C'est la technologie qui va lui suggérer des compétences par rapport à son métier, par rapport aux expériences qu'il a décrites. On va analyser les expériences et on va lui suggérer des compétences qui sont associées par rapport à des compétences qui sont connexes aux compétences qu'il a déjà déclarées, par rapport aux appétences qu'il a pu déclarer. Enfin voilà. Et c'est finalement cette expérience utilisateur qui va permettre d'enrichir son profil. Si on dit aux collaborateurs de partir de la feuille blanche et de déclarer des compétences en partant de zéro, du coup, il ne le fera pas. En tout cas, il commencera à le faire, mais le travail d'introspection est bien trop compliqué. Donc, on va être capable de lui suggérer un maximum de choses. Et du coup, on va lui suggérer des compétences qui sont dans le référentiel. Donc ça permet aussi d'harmoniser et d'homogénéiser le référentiel de compétences et ce qui est déclaré par les collaborateurs. Et l'automatisation, c'est ça. C'est être capable de suggérer un maximum de choses. Donc, en ça, effectivement, on peut se rapprocher de LinkedIn parce qu'il y a des notifications, il y a des suggestions qui me sont faites via des mails, via des notifications directement dans l'application. C'est cette expérience-là qui va garantir finalement une harmonisation de la donnée et surtout des profils enrichis et un taux d'activation des profils qui est très satisfaisant. Bon, tu as répondu à la question de Sandrine qui disait la difficulté est que le collaborateur ne sait pas toujours exprimer ses compétences. C'est une des principales effectivement difficultés. C'est un travail très compliqué. Et une autre question qui se posait, mais j'imagine que oui, est-ce que la solution est proposée en multilangue? Ouais. Alors, elle est proposée en multilangue et ça, c'est une question qui est hyper importante parce que bien souvent, quand on parle de multilangue, on se dit il faut que l'application soit il faut que l'interface soit traduite en plusieurs langues. Ça, finalement, c'est l'aspect facile du multilangue. Ce qui est compliqué, c'est le cross-langue. C'est d'être capable, finalement, de faire marcher notre technologie d'une langue à l'autre. Donc, de faire matcher des profils dans une langue avec des opportunités de formation, de développement, d'emploi dans une autre langue. De faire matcher de l'anglais avec du français, du chinois avec du cyrillique. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est un enjeu technologique qui est fort, que l'on porte. Aujourd'hui, l'application est disponible en français, en anglais, très prochainement en espagnol et en allemand. Et on va intégrer des langues au fur et à mesure. Parce que nos clients sont souvent des clients internationaux, des multinationales, qui ont un enjeu de gestion centralisée des compétences, donc dans une langue, mais qui doit... la gestion centralisée des compétences, mais malgré tout doit prendre en compte toutes les directions, toutes les entités, toutes les filiales qui bien souvent ne travaillent pas forcément dans la même langue. Donc cet enjeu du cross-langue est l'enjeu technologique finalement le plus fort chez nous, et c'est à ça qu'on répond, et on est la seule solution capable de gérer le cross-langue. Voilà. D'accord. En tout cas, la seule solution RH. On va tout de suite passer au petit schéma là qui permet d'expliquer un peu le fonctionnement. Ouais. Parce que comme on a eu pas mal de questions, je pense que c'est intéressant de s'arrêter dessus 2-3 minutes. C'est qui? C'est Clara qui nous l'explique? Je vais laisser Mathieu et je l'illustrerai après si ça vous convient. Ouais, ça marche. En fait, notre outil est défini par les analystes. Alors, je ne sais pas si tout le monde
connaît ces analystes, mais c'est les analystes Gartner, Fosway, enfin tous les analystes qui traquent les tendances dans l'univers du logiciel. Et nous, on est défini comme une internal talent marketplace. Donc c'est une place de marché de talent interne. C'est comment, finalement, ce référentiel de compétences qui est dynamique va venir servir différents usages et va venir finalement fluidifier la gestion des compétences et le mouvement dans l'entreprise. Donc, ça permet, comme on l'a dit, d'hyper personnaliser le développement des carrières et des compétences. Donc, ça permet aux collaborateurs de déclarer des choses et après d'être projetés sur le champ des possibles, mais de manière personnalisée. C'est-à-dire que rien n'est gravé dans le marbre. On va me proposer des suggestions, des opportunités par rapport à ce que j'ai déclaré, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et on va du coup être connecté aussi à un LMS, donc à un outil qui va gérer la formation pour être capable de suggérer des objets de formation en live et de manière personnalisée aux collaborateurs. Voilà, donc ça permet aussi, donc ça c'est plutôt la vision collaborateur. La vision RH, c'est comment ça va me permettre de booster la mobilité interne, comment ça va me permettre d'identifier la bonne ressource au bon moment et à la placer sur le bon projet, à lui suggérer la bonne offre, le bon objet de formation. Dans un contexte comme celui-ci, la notion d'Internal Talent Marketplace, quand je dis le contexte, c'est le contexte du Covid, où on a des clients qui ont dû se réinventer du jour au lendemain, qui ont vu partir un certain nombre de prestataires et qui ont dû justement identifier des compétences stratégiques en interne pour les réallouer sur ces projets stratégiques. Donc là, ça prend tout son sens. Et tout ça doit être interconnecté et ne doit pas vivre sa vie dans son coin. Ça doit être interconnecté à un écosystème applicatif, notamment SIRH, être connecté avec le core HR, mais aussi avec tous les outils utilisés par les collaborateurs dans l'entreprise et sur lesquels on ne capitalise pas dessus d'un point de vue RH. Je pense aux outils de gestion de projet. Ça peut être des outils externes comme LinkedIn, ça peut être des réseaux sociaux. Nous, on va aller chercher toute cette data structurée, non structurée, l'analyser pour alimenter notre plateforme et pour alimenter finalement ce référentiel de compétences. Alors, tout à l'heure, on a eu des questions sur la taille des entreprises pour lesquelles vous intervenez. Alors, je ne l'ai pas prise, mais là, c'est quand même intéressant parce que cette place de marché interne, elle est quand même plutôt dédiée à des entreprises, j'imagine, au-delà de 500, voire 1000 collaborateurs. C'est-à-dire là où tu as vraiment, tu perds un peu de vue, tu ne sais plus qui est qui dans ton entreprise et les gens ne se connaissent pas tous et donc ils ont besoin d'avoir un référentiel et un point d'accès. Mais est-ce que ce type de solution serait implémentable dans une société plus modeste de 200 ou 300 personnes? Il y a quelques temps, on aurait répondu non. Aujourd'hui, on répond oui parce qu'on a dédié une offre finalement à ces petites et moyennes entreprises. Alors effectivement, quand on dit petite, c'est à partir de 200, 300 personnes et surtout des entreprises qui grossissent vite et qui ont des enjeux d'accompagnement de cette croissance, qui ont des enjeux aussi d'engagement des collaborateurs, qui sont souvent des entreprises. Les entreprises qui grandissent vite sont souvent des entreprises où le turnover est assez élevé, en tout cas où les profils qu'elles détiennent sont souvent des profils qui sont très recherchés. Donc il y a des enjeux de rétention, d'engagement, mais il y a aussi des enjeux d'être capable de staffer agilement des projets. C'est souvent des entreprises tech aussi qui ont l'habitude de travailler en mode projet, être capable de constituer des équipes projet, identifier le bon expert à placer sur telle et telle mission, sur tel et tel rôle. Et ça, c'est des enjeux finalement qu'on observe effectivement aussi sur des entreprises de taille intermédiaire. Historiquement, en revanche, effectivement, on a plutôt commencé à travailler avec des entreprises de grande ampleur, avec énormément de collaborateurs pour répondre aux enjeux que tu évoquais. Et donc, ça commençait effectivement par des entreprises minimum d'1 millier de collaborateurs. Et ça va jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs chez certains de nos clients. Voilà. Alors tout à l'heure, tu disais connexion à des LMS ou des LXP, j'imagine. Oui. Tu as des partenaires privilégiés ou ça se connecte à tout type de solutions? Alors, on a des partenaires, mais on a vocation, nous, à se connecter à n'importe quel type de solution. C'est hyper important. On ne va pas tous les lister, mais on a chez un de nos clients bancaires, on a aujourd'hui 20 sources de données qui sont reliées à la plateforme. Et c'est essentiellement des outils RH.
et notamment des catalogues de formation. Il peut y en avoir plusieurs dans les entreprises, il peut y avoir plusieurs LMS, il peut y avoir l'ATS. C'est pour ça que je te parlais de LXP, parce que je pense que ça te simplifiera la vie à terme. Exactement. Et donc, nous, ce qu'on vient apporter, la valeur ajoutée qu'on a par rapport à ces outils, alors les LXP commencent à s'y mettre, mais les LMS, la donnée qui leur manque, c'est effectivement la donnée compétences rattachée aux collaborateurs. Et donc, nous, on vient générer cette relation dynamique entre les compétences des collaborateurs et le gap qu'ils souhaitent combler, et puis les objets de formation qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Donc, on est l'épine dorsale finalement des outils de talent management, des outils HCM, comme on dit, et on va être un hub qui va venir se connecter à tous ces outils différents pour rendre la donnée intelligible, la structurer, et puis après aller se déverser dans ces outils. Hein. L'enjeu, c'est pas de garder la donnée pour nous, c'est bien de créer un pont avec ces différents outils. Bon, j'ai mis une screen là on voit pas grand chose. Hein. Je pense que le mieux, c'est quand même à la fin de ce webinaire, de demander une démonstration du produit si vous voulez voir la solution. Là, c'était simplement pour illustrer l'application. Clara, du coup, on va revenir sur peut-être des exemples concrets. Tout à fait, avec plaisir. Comme le disait Mathieu, l'Internal Talent Marketplace, elle est intéressante dans des usages classiques, mais aussi dans des usages avec un contexte un peu compliqué, comme on le vit actuellement. Donc, c'est pour ça que je voulais vous illustrer cet outil avec 2 cas clients. Donc, déjà, RTE, qui est une entreprise dans l'énergie et qui, elle, a mis en place cette Internal Talent Marketplace pour répondre en fait à un challenge organisationnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que RTE, ils ont beaucoup d'acteurs sur le terrain, donc in fine, très éparpillés sur le territoire français. Et en fait, la mise en place d'une Internal Talent Marketplace leur permet de se garantir en fait un fonctionnement agile et collaboratif malgré la difficulté organisationnelle dont ils font preuve. Concrètement, en fait, ça se traduit par 3 choses. Déjà, une ouverture complète des profils à l'ensemble des collaborateurs, ce qui permet à un collaborateur de parcourir les profils de ses collègues afin de s'inspirer des différents parcours professionnels et aussi de s'aider du coup dans sa réflexion qu'il a sur sa carrière. Mais l'Internal Talent Marketplace, dans ce cas-là, ça permet aussi aux managers d'identifier des compétences rares qui sont nécessaires du coup à son activité et ainsi en fait de se constituer un vivier qui lui est propre. Et enfin, cette Internal Talent Marketplace, telle qu'elle a été pensée et construite par RTE, c'est vraiment la création en fait d'un réseau d'experts. Donc, afin que les managers ou les collaborateurs puissent contacter une personne du groupe lorsqu'ils ont un besoin d'aide sur un domaine d'expertise précis. Donc là, c'est vraiment l'usage en cas normal de l'Internal Talent Marketplace. Si maintenant on passe au cas client suivant qui est Tessie, je vais vous montrer comment cette Internal Talent Marketplace peut aider aussi dans des situations exceptionnelles comme on le vit actuellement. Tessie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise de services qui est orientée en fait sur la digitalisation des processus. Donc, Tessie, de par son activité, elle a beaucoup de collaborateurs qui occupent l'emploi de web développeurs. Et cet emploi spécifique de web développeur, il a une particularité, c'est qu'il implique dans son travail quotidien énormément d'échanges entre les web développeurs d'une même entité. Chez 365 Talents, on a nous aussi l'exemple, parce que nos web développeurs, lorsqu'ils développent une fonctionnalité, ils vont très souvent se demander entre eux, donc ils vont très souvent demander des avis entre web développeurs sur la façon de coder la plus efficace possible. Et ce besoin d'échanger, des bonnes pratiques sur le code, sur le développement, a été malheureusement un peu mis à mal par le télétravail très important qu'ont dû mettre en place les entreprises. Et chez Tessie, du coup, ils ont utilisé leur Internal Talent Marketplace justement dans ce cadre-là. C'est-à-dire que lorsqu'un web développeur en télétravail a une question sur la façon dont il est en train de coder une fonctionnalité,
il peut, grâce à l'Internet Talent Marketplace, assez facilement trouver un expert sur le sujet et contacter cet expert pour lui adresser une question. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé pour répondre à des enjeux organisationnels, mais aussi pour répondre à des situations un peu d'urgence, comme on est en train de le vivre. Ça marche. Effectivement, là, c'est vrai que pendant le confinement, il y a des salariés qui étaient un peu en manque de repères et qui ne savaient plus à qui demander en interne qui a telle ou telle compétence. Et c'est vrai que ce type de solution permet de répondre parfaitement à ce besoin et puis permet aussi peut-être de faire travailler ensemble des équipes qui sont positionnées en France, aux États-Unis, en Inde, au Maroc, etc. Ce qui n'est pas possible sans ce type de solution, puisqu'on ne peut pas savoir que telle ou telle personne a la compétence potentiellement recherchée dans un autre pays. Oui. Là, ouais. Il y avait pas mal de questions, je les passe, mais qui demandent si la solution est compatible avec un certain nombre de RP, SIRH du marché. J'imagine que oui. Je pense pas qu'il y ait de limitation, que ce soit du SuccessFactors, du Workday, du Oracle. Je pense que la solution est parfaitement compatible. Oui. La solution est compatible avec toutes les solutions que tu viens de citer, mais on a un connecteur particulier avec SuccessFactors qui permet vraiment d'être embarqué complètement dans SuccessFactors et de faire en sorte que le collaborateur ait l'impression d'être sur son portail SuccessFactors, mais derrière avec notre technologie et avec la possibilité de bénéficier de tout ce qu'on peut lui pousser en termes d'opportunités et être capable de vitaminer un petit peu l'expérience qu'il peut avoir dans SuccessFactors grâce à notre techno et grâce à l'IA qu'on va y injecter. Donc c'est important parce qu'on sait que dans un projet, et surtout sur ce type de projet, comme on est sur une solution SaaS, finalement le gros du projet, bien souvent, ça va être la gestion de ces interfaces. Donc ça veut dire que sur SuccessFactors, vous embarquez déjà un modèle d'interface, qu'il faudra, j'imagine, quand même adapter en fonction des clients, mais vous partez pas d'une feuille blanche. Non, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le connecteur le plus poussé. Quand on parle de connecteur ou d'API, on pense souvent au flux. Donc là, effectivement, on arrive via des flux à se connecter avec tous. Mais d'un point de vue interface, on a effectivement, comme je le disais, une interface particulière avec SAP pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule et unique interface et que le collaborateur ne soit pas sur deux outils différents. Alors, on va revenir maintenant aux questions qu'on a eues déjà il y a 10, 15, 20 minutes. Il y a des gens qui nous ont parlé de Strategic Workforce Planning. Alors déjà, qu'est-ce que c'est, Mathieu? Que veut dire cette terminologie? De manière assez simple, hein, la démarche de Strategic Workforce Planning, ça consiste à définir et mettre en œuvre une cible RH et organisationnelle pour permettant d'atteindre des objectifs stratégiques de l'entreprise. En gros, c'est de quoi on dispose aujourd'hui et d'être capable finalement de projeter ce que j'ai aujourd'hui sur les enjeux que j'ai définis à plus ou moins long terme. Et ce, pour répondre à des enjeux clés. Donc, et c'est ce qui fait la différence un petit peu avec la GPEC, hein, c'est maîtriser le pilotage des effectifs et la masse salariale qui est associée. Faire en sorte que les ressources humaines soient un levier de performance et de compétitivité pour l'organisation, et puis faire preuve d'agilité à tout moment et de disposer des bonnes ressources pour s'adapter aux différents besoins métiers. Donc là, j'ai repris vraiment une définition classique. Généralement, les entreprises travaillent sur la partie quanti et la partie quali. Nous, ce qu'on vient apporter là-dessus, c'est vraiment la vision micro. Donc, c'est comment on va permettre d'opérationnaliser le workforce planning. On a décidé de suivre une direction. Et ben maintenant, après, il faut descendre au niveau individuel et être capable d'opérer tout ça et donc d'accompagner les collaborateurs vers les directions qu'on a envie de leur faire prendre ou vers les directions qu'ils ont envie de prendre. Voilà. Et donc, c'est bien, la boucle est bouclée, hein, c'est bien cette approche compétence qui permet vraiment d'avoir cette approche la plus qualitative possible, effectivement, sans oublier la partie quantitative. Et donc, on a développé, nous, dans l'application, un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'analytics, on va dire, qui permettent de manier cette donnée compétence et d'avoir une vision micro et une vision macro. Et ça, Clara en parlera. Ouais, alors il y a des screenshots. Alors on va pas voir grand-chose, c'est pareil, hein. Je pense que là, c'est un certain nombre d'indicateurs, de mesures. Clara, je te laisse expliquer un peu le fonctionnement, mais je pense que le mieux, c'est une bonne démonstration.
Tout à fait, mais c'est vrai que je peux commencer déjà par vous expliquer le fonctionnement et comme ça va faire écho avec ce que Mathieu vient de vous présenter juste avant. En l'occurrence, c'est vrai qu'on a développé 3 nouvelles fonctionnalités qui viennent accompagner les démarches de stratégique workforce planning de nos clients. Donc, ces fonctionnalités, comme disent Mathieu, elles garantissent une vue micro et macro sur les compétences du référentiel. Mais surtout, en fait, elles vous fournissent des indicateurs pour évaluer en un coup d'œil le cycle de vie de vos compétences. En fait, c'est réellement des outils d'aide à la décision qui permettent en fait d'établir des actions très liées aux réalités du terrain. Nous, chez 365 Talents, on vous fournit une vue très fiable de vos compétences pour vous accompagner dans les choix de vos politiques RH. Donc, concrètement, comment ça va se matérialiser dans ces fonctionnalités? On a la première fonctionnalité qu'on a appelée statistique par compétence. Donc, c'est la partie extrêmement micro. Dans cette fonctionnalité, à partir d'une compétence, on vous offre un ensemble d'indicateurs sur cette compétence afin, par exemple, de savoir comment cette compétence se répartit dans votre organisation. Par exemple, quels sont les métiers qui possèdent le plus cette compétence. On vous présente aussi, par exemple, le type de persona qui la possède, c'est-à-dire est-ce que ce sont plutôt des experts qui la possèdent ou alors, au contraire, ce sont des gens plutôt qui débutent dans cette compétence. Mais on peut aussi vous exprimer les besoins en termes de formation nécessaires sur cette compétence. Donc là, vous avez vraiment la vision micro. On part d'une compétence et on a un ensemble d'indicateurs qui vont nous aider dans nos choix. La seconde fonctionnalité, celle qu'on appelle, nous, top et tendance, elle est un peu au niveau au-dessus, donc elle s'approche un peu plus du niveau macro, puisqu'elle fournit en fait un ensemble d'indicateurs sur un top 15. Donc, ce top 15, vous pouvez décider, par exemple, d'afficher le top 15 des compétences déclarées dans vos entités en Allemagne. Donc là, vous pouvez filtrer par un choix, par une localisation géographique. Et ensuite, sur cette page, identiquement, on vous donnera un ensemble d'indicateurs. Par exemple, un indicateur assez intéressant, c'est qu'on va vous dire si dans ce top 15, certaines compétences sont plutôt en croissance, c'est-à-dire que de plus en plus de collaborateurs la possèdent, ou alors si au contraire, cette compétence est plutôt en décroissance, c'est-à-dire que les collaborateurs qui la possédaient sont partis de l'entreprise. Donc, c'est un exemple d'indicateur, mais vous voyez que ça peut vous donner en fait des points d'alerte, des points de vigilance sur telle compétence est en décroissance. Est-ce que je dois établir un plan d'action sur cette compétence? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est rare dans mon organisation? Donc ça, c'est voilà un autre type d'indicateur qu'on va vous donner à un niveau un peu plus macro. Et le dernier niveau, donc, c'est le niveau le plus macro qu'on appelle la galaxie des compétences. En fait, c'est une fonctionnalité qui va vous donner une représentation à plusieurs dimensions de comment est constitué votre référentiel. Donc, ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet déjà, en un coup d'œil, d'identifier les compétences les plus possédées dans votre entreprise, mais aussi et surtout, en fait, ça vous permet de voir les liens entre les compétences de votre référentiel. Cette notion de lien, elle est importante, elle est intéressante, puisque elle vous permet en un coup d'œil d'identifier des ponts entre les compétences. Pour vous présenter un exemple très simple, vous êtes actuellement en recherche de la compétence design dans votre organisation. Donc, vous allez identifier la compétence design dans cette galaxie. Et dans la galaxie, du coup, on va vous présenter effectivement la compétence design, mais on va vous présenter aussi les compétences qui sont similaires, donc par exemple la compétence UX. Donc, on vous donne vraiment, à travers ces différentes fonctionnalités, un maximum d'indicateurs, un maximum d'informations sur vos compétences d'un point de vue micro ou macro pour vous aider vraiment dans vos démarches de stratégique workforce planning. D'accord. Donc, ça permet, tous ces outils d'analyse, ça permet de faciliter tous les plans alors, que ce soit du stratégique workforce planning pur, mais ça va permettre aussi d'accompagner les plans de mobilité interne, les plans de reconversion, les plans de transformation des métiers, comme le vivent un certain nombre de secteurs actuellement en France. Il y a des secteurs qui sont en pleine transformation de leur métier. Ok, alors Mathieu, je vois que tu réponds à mes questions avant
avant que je les prenne, mais on allait y venir en fait sur des questions plus classiques, hein. Clara, la première question, j'allais te la poser, c'est le délai de mise en place d'une solution comme 365 talents. Mathieu, je vois que tu as répondu 4 à 8 semaines en moyenne. C'est ça. En fait, on observe sur l'ensemble de nos clients qu'en moyenne, on est autour de 4 à 8 semaines. Vraiment, 8 semaines, c'est maximum pour intégrer la solution. Alors, quand tu dis intégrer, c'est interface comprise, Oui, API, etc. tout à fait. Tout à fait. On a 3 chantiers quand on intègre la solution chez nos clients. On a un chantier de change, on y reviendra peut-être ensuite. On a un chantier IT, donc c'est notamment les interfaces avec les outils, et on a un atelier du coup fonctionnel qui est vraiment le paramétrage de la plateforme. Mais ces 3 chantiers sont adressés au même moment et on tient à ce que la plateforme soit opérationnelle au bout de 8 semaines maximum. Alors, on va en parler tout de suite du change, hein, parce que là, on arrive à la fin du webinaire, on est à 55 minutes, et après, on va laisser nos amis RH aller déjeuner. Mathieu, j'avais une question sur ce type d'application. Quel est le taux d'engagement, d'adhésion des salariés moyen constaté dans les entreprises clientes aujourd'hui? Là, c'est Clara qui répond le mieux à ce genre de questions parce qu'elle suit ces indicateurs au quotidien. Tout à fait. Je peux vous donner une moyenne en fait par cas d'usage de la plateforme. En effet, dans les cas d'usage de nos clients qui sont des boîtes de conseil, donc qui ont un cas d'usage staffing, on va tourner à un taux d'activation autour de 90%. Donc vraiment un taux assez énorme. Sur nos autres clients qui ont un cas d'usage plus mobilité, par exemple, on va avoir un taux d'activation autour de 60% après à peu près un an de projet. Parce que c'est souvent des plateformes sur la base du volontariat. On ne force pas le collaborateur à se déclarer en mobilité, par exemple. Donc, on ne va pas le forcer à aller sur une plateforme orientée autour de sa gestion de carrière et de mobilité. Donc, c'est souvent sur la base du volontariat et on doit juste effectivement faire, donc comme on le disait, énormément d'actions de change. Et nous, en tant que CS, voilà, on accompagne beaucoup nos clients sur le change parce que c'est via le change qu'on va donner envie en fait aux collaborateurs de se connecter à cette plateforme. Et le change chez 365 talents, c'est d'autant plus compliqué qu'on est une plateforme qui repose sur de l'IA. Donc, on a besoin d'expliquer quand même comment fonctionne l'IA. On est une plateforme autour de la mobilité interne, ce qui peut être un sujet toujours un peu sensible, par exemple pour les managers aussi. Et on a on est aussi une plateforme autour de la gestion de carrière. Donc, on ne peut pas non plus laisser complètement seul le collaborateur face à des choix qu'il doit prendre dans sa gestion de carrière. Donc, on a énormément d'actions de change qu'on doit mettre en place pour évangéliser un peu la plateforme et pour vraiment expliquer qu'est-ce qu'elle peut apporter aux collaborateurs et comment il peut l'utiliser de la meilleure façon pour bénéficier de tous ces avantages. Donc, c'est sur ça, en fait, effectivement, qu'on a beaucoup d'actions, nous, en tant que CS, avec nos clients. On y arrive parce qu'on a des très bons taux d'activation, mais ça demande effectivement un peu d'effort. On a une question là qui intervient, qui demande si on peut envisager des développements spécifiques, si les besoins des clients sont particuliers. Alors moi, sur ce type de questions, sur des solutions aujourd'hui du marché, j'aurais tendance à dire que les développements spécifiques, ça risque peut-être de pénaliser les clients à terme, hein, parce que sur des solutions SaaS, aujourd'hui, on a des solutions du marché qui sont faciles à installer, j'allais dire qui sont peu coûteuses au regard de ce qui existait sur le marché il y a 5 ans. Elles sont quand même peu coûteuses. Et c'est des modèles qui sont qui doivent rester, je dirais, orchestrés par les éditeurs. Ça. Le développement spécifique induise des délais plus longs, des risques, des difficultés. Et puis, on risque aussi de perdre la nature et l'essence de l'outil, surtout quand on est basé sur une technologie faisant intervenir de l'IA. Tu as très bien répondu, Christophe. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on confronte notre roadmap produit à la roadmap projet de nos clients. Et bien souvent, il y a des choses qui se rejoignent. Donc, on est capable aussi, si besoin, d'accélérer des éléments de roadmap si ça répond aux enjeux d'un ou plusieurs clients. En tout cas, effectivement, on ne fait pas de spécifique. En tout cas, on fait en sorte que chaque nouvelle fonctionnalité soit standardisable. Sinon, ça n'a pas de sens et effectivement, on perd tout l'avantage du SaaS. Voilà. Et puis après, effectivement, Kaleda, pour répondre encore plus précisément à votre question, je pense qu'il faut voir aussi ce que l'on entend par fonctionnalité particulière ou spécifique. Est-ce que c'est du wording? Est-ce que c'est… Bon, voilà. Donc, il y a des choses qui sont customisables malgré tout.
Mathieu, on va peut-être conclure ce webinaire. On a vu Mathieu, Clara, je pense qu'on a fait une bonne overview de la question, hein, avec un certain nombre de cas d'usage. Pour finir, ça serait quoi tes tips pour réussir ce type de projet? C'est-à-dire, je pars d'une feuille blanche et je veux mettre en place une solution 365 talents. Comment je m'y prends? Bon, en fait, moi, mes tips je pense enfoncer des portes ouvertes en matière de gestion de projet, mais je pense qu'il est important, c'est que ce projet soit un projet d'entreprise et qu'il y ait un ownership qui soit fort et qui vienne de la direction. Parce que, comme je le disais en introduction, c'est pas un projet fantaisiste, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont tels que ça doit être porté par une direction forte. Et donc, ça, en tout cas, chez tous nos clients, c'est le dénominateur commun chez tous nos clients. C'est que quelque part, ils ont mis les moyens au niveau de la direction et ils ont mis tout en œuvre pour que d'un point de vue projet, l'énergie soit mise pour faire en sorte que ça soit un succès. Donc ça veut dire identifier des cas d'usage, ça veut dire identifier des populations, répondre à un enjeu fort, quoi. Si c'est juste un nice to have, ça ne sert pas à grand chose de déployer l'application. Après, comme le disait Clara, le change et la communication sont clés. Si le collaborateur ne voit pas la valeur ajoutée de l'outil, bien entendu, il ne jouera pas le jeu, il n'aura pas envie d'être engagé sur la plateforme. Donc, à quoi va me servir l'application en tant qu'utilisateur, en tant que collaborateur? Et puis, troisième chose, c'est une réponse technologique. Le sujet, c'était l'automatisation. Il faut faire en sorte que ça soit simple. Donc, il faut faire en sorte que l'UX, l'expérience utilisateur, l'interface, soit boosté par de l'intelligence artificielle, soit connecté avec différents outils et puisse aider le collaborateur à chaque étape. Lors de la création de son profil, il faut que l'onboarding se fasse très simplement. Et puis, au cours de l'enrichissement de son profil, on a parlé de notification, on a parlé de suggestions. Il faut que la technologie permette de toujours l'aider à faire en sorte que l'expérience soit la plus simple possible. Voilà. Et donc, ne pas le contraindre faire en sorte de le contraindre le moins possible et que l'application ne nécessite pas de formation, vraiment qu'elle soit la plus intuitive possible pour tout le monde. Voilà. C'était très enrichissant. Alors, on n'a pas répondu à toutes les questions, hein. Il y a des questions sur les coûts, etc. Mais pour ça, je vous invite à contacter directement Mathieu et Clara. Vous avez leurs coordonnées là qui s'affichent, hein. Vous pouvez les joindre sur leur portable ou leur email directement. Je vous remercie, Mathieu, Clara, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci à toi, Christophe. C'était très intéressant. Le replay sera diffusé demain sur MyRHline. Et je vous souhaite un excellent appétit et une excellente fin de semaine à toutes et à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci de votre participation. Au revoir. Merci. Au revoir.